Feuille de TD numéro 4. Et donc là, on va s'intéresser aux formes faibles. Des problèmes pour l'instant uniquement en une dimension. L'exercice 1 nous donne en fait la formulation forte d'un problème. Donc on doit trouver une fonction u telle que u seconde de x plus c étant une constante strictement positive, u' de x doit être égal à 0 pour x éléments de 0, 1. Donc on est sur un compact fermé et on a des conditions limites. U de 0 égale 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une condition de Dirichlet. Je vais y arriver, Dirichlet, voilà. Il y a un T, je pense, à Dirichlet. Et par contre, on a une autre condition qui est une condition mixte, c'est-à-dire qui va relier en fait U' de 1 et le déplacement, donc la dérivée et le déplacement, donc pour x égale 1. Et là, en fait, ça doit être égal à 1, et ça, c'est ce qu'on appelle une condition de Robin ou Fourier-Robin. Alors, ce n'est pas des choses qui sont très extraordinaires. Si vous regardez bien, ce sont par exemple des conditions que vous pourriez avoir en mécanique lorsque vous avez une condition limite entre deux corps qui se déforment. Par exemple, un corps qui se déforme et un ressort. Eh bien, vous allez avoir une condition de Robin ou de Fourier-Robin. Donc, la première question, il nous est demandé de mettre ce problème sous une forme faible. Donc, on va définir déjà, premièrement, l'ensemble K, en fait l'espace K. Donc, K, ça va être l'ensemble des fonctions U qui vont être éléments de H1 sur le domaine 0, 1, tel que U de 0 soit égal à 2. Alors, en fait, je me suis trompé, c'est pas un espace vectoriel, cette bestiole-là, c'est simplement un ensemble. Alors, si vous voulez savoir pourquoi ce n'est pas un espace vectoriel, je vous renvoie à la petite vidéo qui décrit les différents espaces, et dedans, il y a la démonstration de pourquoi cet ensemble-là n'est pas un espace vectoriel. Alors, si vous aviez une condition de Dirichlet de type U de 0 égale 0, là, ça serait le cas, ça serait un espace vectoriel. Mais comme là, on a U de 0 qui est égal à 2, eh bien, ce n'est pas le cas. Enfin, à partir du moment où la condition limite donnée est différente de 0, nous n'avons plus affaire à un espace vectoriel. C'est pas grave. Ensuite, on va définir un autre espace vectoriel qu'on va appeler V0. Ça va être l'ensemble des fonctions qu'on va appeler des fonctions test, qui sont aussi éléments de H1, 0, mais cette fois-ci, elles vont être telles que V0 de 0 ne va pas être égal à 2, mais va être égal à 0. Alors, vous avez en fait déjà vu ça, par exemple, en mécanique générale, lorsque vous allez utiliser, vous allez d'abord utiliser les théorèmes généraux et ensuite le principe des puissances virtuelles. Eh bien, vous avez déjà vu ça, c'est ce qu'on appelle en fait une fonction qui est, par exemple en mécanique, on dit cinématiquement admissible ou compatible avec les liaisons, égale à 0. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe en fait sur cet espace-là. Et ça, effectivement, ça par contre, c'est un espace de Hilbert. Donc, maintenant, on va donc passer notre problème sous forme faible. Donc, c'est relativement simple. On prend tout simplement le produit scalaire de nos deux fonctions entre notre fonction qui représente tout le problème de notre forme forte. Alors, je vais arrêter de mettre les deux x, hein, parce que sinon, ça va être un peu trop long. Je les mets juste une fois, là, voilà. Voilà. Et on intègre sur le domaine dx. Et donc, cette chose-là, eh bien,
ça doit être égal à 0, puisque c'est l'intégrale sur le domaine de 0, ça fait bien 0. Donc cette chose-là doit être vraie, quelle que soit la fonction test élément de V0. Voilà, la mise sous forme faible, en fait, est relativement simple. Et ensuite, eh bien, on va simplement continuer à développer cette forme-là. Donc, ça fait moins 0 de U seconde. Donc, j'ai dit que j'arrêtais de mettre les X, parce que sinon, ça va être trop long. Fois V dx plus C intégrale de 0 à 1 de U' V' dx. Voilà, et ça doit être, non, excusez-moi, il n'y a pas, je me suis trompé, de U' V dx, ça doit être égal à 0. Ça, c'est ce que je vais appeler, je ne sais pas ce que j'avais appelé mon équation 1. Donc celle-ci, ah oui, l'équation 1, j'avais appelé ça, en fait, c'était sous cette partie-là. Ça, c'était en fait ma forme forte que j'avais appelée l'équation 1. Donc ça, je vais appeler ça l'équation 2. C'est une partie, en fait, c'est ma forme faible, mais elle n'est pas encore totalement écrite correctement. L'idée, en fait, c'est lorsque vous avez devant vous cette forme faible-là, l'idée, c'est de dire, on va essayer d'abaisser le degré de dérivation de cette forme. Donc, vous cherchez dans ces termes-là le degré de dérivation le plus élevé. Donc, c'est bien sûr, en fait, ce terme-là qui va prédominer. Donc, du coup, on va s'occuper de lui, et c'est lui qu'on va intégrer par partie. Donc, on va faire une intégration par partie sur ce domaine, donc en utilisant le fait que l'intégrale de u'v, donc c'est égal à moins l'intégrale de uv' plus uv entre a et b. Et donc, on va regarder ce que devient en fait ce morceau-là. Et donc, on va réécrire en fait notre équation 2. Donc, notre équation 2, une fois réécrite, après notre intégration par partie, va devenir l'intégrale de 0 à 1 de moins l'intégrale pardon de 0 à 1 de u'v' dx moins u' de 1 v de 1 qui doit être égal à 0. Non, je vous ai dit une bêtise. On recommence. C'est pas 2 qui est égal à ça. C'est uniquement ce bout-là. Excusez-moi. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, du coup, écrire sur une nouvelle note ce que vaut effectivement 2. Donc, l'équation 2 va donner l'intégrale de 0 à 1 de u' de x v' dx plus c, ça n'a pas changé, l'intégrale de 0 à 1 de u' v dx moins le u' de 1 v de 1. Et ça doit être égal à 0. Donc ensuite, on va le mettre sous une autre forme. On va dire que ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de non, excusez-moi. Hop, 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 hop. Je me trompe. En fait, l'idée, c'est on va essayer de faire en sorte que ce terme-là soit donc de même nature que les autres, voire d'abaisser l'ordre. Et là, on peut le faire parce qu'on a la condition de Robin qui nous dit que U' de 1, en fait, c'est 1 moins U de 1. Donc, ça veut dire que ce terme-là, U' de 1, V de 1, va pouvoir s'écrire
V de 1 moins U de 1 par V de 1. Donc du coup, on revient à notre équation 2 qui va cette fois-ci s'écrire l'intégrale de 0 à 1 de U' V' plus C U' V dx plus U de 1 par V de 1 est égal à V de 1. En fait, l'important ici, c'est d'avoir de ce côté-là, en fait, que quelque chose qui dépend de V, ce qui est le cas, et ici, d'avoir une forme qui dépend de U et de V, ce qui est le cas aussi. Donc, on va poser exactement ça, c'est-à-dire qu'on va dire que soit L de V qui est égal à V de 1, donc en fait, c'est une application linéaire de V, mais qui est une constante, et on va avoir une application doublement linéaire, donc A de UV, qui va être égale à l'intégrale de 0 à 1 de U' V' plus C U' V dx plus U de 1 V de 1. Voilà, donc du coup, on va avoir ce terme-là et celui-ci, ce qui fait que une fois qu'on a fait ça, on peut réécrire en fait notre équation 2, et notre équation 2 va devenir, cette fois-ci, A de UV égale L de V. Et là, on a terminé en fait la mise sous forme faible de notre problème. Donc nos problèmes en fait sous forme faible va s'écrire un peu différemment parce que le problème c'est qu'on a des conditions limites qui sont intégrées dans le fait qu'on choisit U dans un ensemble K et qu'on choisit en fait le fait d'écrire ce problème quel que soit V élément de V0. Donc ce qui veut dire que c'est ce fameux U élément de K qui va nous donner la condition limite à intégrer dans notre problème. Donc la forme faible du problème s'écrit trouver U élément de K. Ça c'est très important, c'est là en fait où on a nos conditions limites en U qui, quel que soit V élément de V0, alors ce quel que soit là, V élément de V0, il est indispensable pour pouvoir écrire la forme faible. Il faut vraiment que ça fonctionne pour tous les éléments V de V0. Eh bien, il faut trouver ce U qui vérifie cette relation-là. Alors, juste une petite remarque, ici, dans cet exemple, en fait, dans cet exemple-là, il se trouve que A de UV, si vous le regardez bien, donc si vous regardez bien cette expression-là, A de UV, en fait, n'est pas symétrique. Donc, on n'a pas une symétrie, en fait, entre U et V. Donc, on ne pourra pas utiliser, en fait, le principe, donc, pas d'utilisation possible du principe de minimisation de la fonctionnelle J. On y reviendra lorsque ce sera possible. Je suis en train de me dire que c'est pas vrai ce que je suis en train de raconter là. Parce que pourquoi est-ce que, alors là j'avoue que je suis pas sûr là de ce que je suis en train de dire là. Donc ça, vous mettez un petit point d'interrogation dessus.
Parce que là, quand je regarde l'expression, j'ai bien l'impression que c'est symétrique. Attendez, j'arrête l'enregistrement. Je reprends l'enregistrement. Donc, on cherche l'ellipticité du problème sur V0. Sur V0. Alors, faites attention, hein, il ne faut pas chercher cette ellipticité sur... Excusez-moi, je commence à fatiguer là. Il ne faut pas chercher l'ellipticité du problème sur K. Ça, vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est très très important. Ne cherchez pas l'ellipticité sur K. Donc, on va chercher donc cette ellipticité sur V0. Donc, il faut montrer qu'il existe alpha positif tel que A de UU est supérieur ou égal à alpha norme de U carré. Mais alors, V0, il ne faut pas oublier que c'est un espace H1, donc avec la norme H1 du domaine 0, 1. Ça, faites attention, c'est fondamental. Zut, je me suis trompé. Hop là. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est très, très important, cette chose-là. Gros point d'exclamation parce que souvent, en fait, les étudiants, je ne sais pas pourquoi, se trompent et font le calcul avec, par exemple, la norme L2. C'est pas possible puisque, en fait, il ne faut pas oublier que V0, en fait, c'est un espace H1, en fait. Hein. Donc ça, il faut montrer ça, quel que soit U élément de V0. Alors, bah pour ça, c'est pas très compliqué, il suffit de poser le calcul. A, UU, c'est l'intégrale de 0 à 1 de U' carré plus C U' U dx plus U carré de 1. Ensuite, eh bien, effectivement, on va utiliser une intégration par partie, enfin non, même pas, en fait, on sait, pardon, excusez-moi, que cette partie-là de l'intégrale, donc l'intégrale de 0 à 1 de C U', c'est égal à 1 demi de la primitive de U carré, entre 0 et 1. Et donc ça fait 1 demi de U carré de 1 moins 1 demi de U carré de 0. Or, comme U est élément de V0, et bien forcément, donc ce terme-là est nul. Donc du coup, le A de UU, ça va être égal à l'intégrale de 0 à 1 de U' carré dx plus U carré de 1 facteur de 1 plus C sur 2. Ce que vous avez juste là, eh bien ça, c'est ni plus ni moins que la norme de U' carré, attention, suivant L2, plus U carré de 1 à petit bug de notes. C'est pas grave, maintenant que j'ai compris comment on arrivait à effacer le bug, on recommence. Donc U carré de 1, facteur de 1 plus C sur 2. Alors, le problème, c'est que ici, eh bien, on ne voit pas apparaître en fait la norme H1, la norme au carré H1. Donc, pour ça, on va utiliser l'inégalité de points carrés. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il nous dit qu'il existe
des strictement positifs, tels que la norme de U au carré, la norme L2 de U carré sur le domaine est toujours inférieure ou égale à D fois U carré de 1. Alors, U carré de 1, il n'a pas été pris au hasard, hein, c'est soit U carré de 0, soit U carré de 1. C'est les bornes, en fait, plus la norme de U' carré, au sens L2. Et voilà, ça, c'est point carré. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire apparaître les termes qui nous intéressent. Donc cette chose-là, ça, c'est point carré. Du coup, eh bien, on va pouvoir reprendre ce qu'on a écrit juste au-dessus. Donc, on va repartir de ça. Et on va pouvoir écrire que, alors, en fait, on va pas repartir de ça. J'ai dit n'importe quoi. On va repartir directement de point carré et on va le mettre sous une autre forme. On va le mettre en fait sous cette forme-là. On va réécrire point carré sur cette forme-là. Donc, c'est la norme de U carré au sens L2. Bon, j'arrête de mettre l'intervalle parce que c'est un peu trop lourd en écriture. Ce U carré au sens de L2, ça va être inférieur ou égal, 1 sur D fois U carré, ça va être inférieur ou égal à U carré de 1 plus la norme de U' au carré suivant L2. Voilà. Donc ça va nous entraîner que U' au carré suivant L2, ça va être supérieur ou égal à 1 sur D de U carré suivant L2 moins U carré de 1. Alors c'est là qu'il y a une astuce mathématique importante qui va consister à dire que ce terme-là, on va le diviser en 2 fois 1/2 de norme de U' carré plus 1/2 de norme de U' carré sur L2. Donc c'est une astuce en fait. On va diviser ce terme-là en deux en prenant 2 fois ce terme, mais avec le facteur 1/2 devant. Donc du coup, ça va me permettre de réécrire mon inégalité de points carrés. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc du coup, je peux la réécrire en mettant que U' carré de L2, ça va être supérieur à 1 sur 2 D norme de U carré. Ouais, les carrés, non, c'est pas U carré, je recommence, c'est norme de U au carré. Suivant L2, moins 1/2 de U carré de 1, plus le terme fictif que j'ai rajouté tout à l'heure, qui était 1/2 de U' carré, enfin il n'était pas fictif, c'était le complément de l'autre, L2. Je vais maintenant passer en fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement maintenant réécrire en fait mon équation du départ. Donc on y va. Mon équation de départ, c'était U' carré L2 plus U carré de 1 facteur de 1 plus C sur 2. Ça, c'est ce qu'on avait noté A de UU. Et donc ça, c'est supérieur ou égal, du coup, à 1/2 de 1 sur D, facteur de U carré L2, plus la norme de U' carré L2. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a encore ce terme-là là, qu'il faut que je rajoute, là, celui-ci. Donc, moins 1/2 de U carré de 1, plus
u carré de 1 et plus u carré de 1 facteur de c sur 2. Et donc tout ce terme-là, là, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Donc ça ne changera strictement rien si je l'enlève. Mon égalité, en fait, mon inégalité, là, sera toujours vraie. Donc ça veut dire que mon inégalité, je peux la réécrire u' carré de L2 plus u carré 1 de 1 plus c sur 2 est supérieur à 1 demi de 1 sur d, norme de u carré L2 plus norme de u' carré L2. Ça, c'est aussi toujours vrai, du coup. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le minimum entre 1 sur d et 1. D'accord? Et ce minimum, en fait, donc ça, je vous rappelle, ça c'est A de UU. Donc, c'est supérieur à 1 demi du minimum entre 1 sur d et 1. Alors, le 1 sur d, je vous montre, hein. Le 1 sur d, il vient de là, et le 1, c'est le terme qui est là. Donc, en fait, ce terme-là, je pourrais mettre 1 fois, attendez, je vais effacer tout ça, c'est un peu cracra, là, plus une fois ce terme-là. Voilà. Donc ça vient d'ici. Donc je prends le minimum entre ces deux termes. Donc tout ça, c'est positif, hein. Je prends le minimum, ça pourrait l'appeler A ou B, C, ce que vous voulez. Je l'appelle simplement minimum entre 1 sur D et 1. Et je vais donc du coup pouvoir factoriser par rapport à ce minimum-là. Et donc je vais factoriser ici la norme de U carré L2 plus la norme de U' carré L2. Et là, ce que je viens d'écrire là, ça, eh bien, c'est ni plus ni moins que U au carré, la norme de U carré, mais cette fois-ci selon H1. Donc, je viens de montrer que quel que soit U élément de V0, A de UU est supérieur à 1 demi du minimum entre 1 sur D. Je vous rappelle que le D vient de Poincaré. Je sais qu'il existe. 1 sur D et 1 fois U carré de H1. Et là, eh bien ça veut dire que A est de forme coercive, c'est-à-dire elliptique. Pardon, A est elliptique. Qu'est-ce qu'il demandait ensuite? Trouver la solution. Dites quand ce problème est elliptique. Eh bien là, on vient de répondre donc à la question 2. Donc en fait, ce problème est toujours elliptique. La troisième question, trouver la solution du problème de manière classique à partir de la formulation forte. Donc on y va. Troisièmement, alors là, il se trouve que c'est possible. Souvent, malheureusement, ce n'est pas possible. Sinon, on ne se serait pas embêté à inventer, par exemple, la formulation faible. Donc, résoudre le problème à partir de la formulation forte. Donc, le problème en formulation forte, je vous le rappelle, c'est U seconde plus C U prime qui est égal à 0.
Alors, ça, si vous le posez autrement, c'est comme si vous mettiez que C, c'est U seconde sur U'. Si vous posez, on va poser par exemple V qui est égal à U', donc ça revient au même que d'écrire que C c'est égal à V' sur V. Donc ça, en fait, on connaît la primitive, c'est l'exponentielle, donc ça va faire que V c'est égal à K1 exponentielle de Cx. Et ça, c'est égal à U' de x. Et donc, du coup, ça va vous donner que U de x, c'est égal à 1 sur C, K1 de exponentielle de Cx plus K2. Voilà, donc en fait, ça se fait quand même relativement simplement. Alors, encore une fois, méfiez-vous, ça ne se fait pas toujours aussi simplement. Sinon, on n'aurait pas inventé en fait d'autres façons de résoudre ce problème. Les conditions limites vont nous permettre de trouver les constantes K et K2. Donc, on y va. La première condition limite, donc c'est U de 0 égale 2. Donc ça va nous donner directement que K2, ça doit être égal à 2 moins 1 sur CK1. Et on va donc prendre la deuxième condition limite, celle de Robin-Fourier. Donc U' de 1 plus U de 1 égale 1. Et ça, si on combine en fait 1 et 2, eh bien, on va trouver que K1 exponentielle de C facteur de 1 plus 1 sur C plus 2 moins 1 sur C K1 est égal à 1. Donc, on trouve que K1 est égal à... Alors, c'est pas K1 qui est égal à ça, désolé. On trouve que K1 fois exponentielle de C facteur de 1 plus 1 sur C moins 1 sur C est égal à 1. Moins 1, pardon. Donc, si pour que K1 en fait existe, eh bien, il faut que ce terme, c'est-à-dire exponentielle de C facteur de 1 plus 1 sur C moins 1 sur C, soit différent de 0. Donc ça nous donne en fait une condition pour que le problème soit résolvable. Ensuite, montrer que l'équation... Alors, est-ce que la solution est-elle unique pour tous C strictement supérieurs à 0? Donc ici, en fait, là, non. Effectivement, c'est pas forcément valable pour toutes les valeurs de C. Il faut absolument que C respecte aussi cette condition-là. Sinon, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est pas valable pour toutes les valeurs de C. Quatrièmement, si j'écris avec le feutre, ça va pas marcher. Quatrièmement, il faut montrer que notre forme forte égale 0 est équivalente à moins exponentielle de moins Cx U' prime égale à 0. Donc, il faut montrer ça. Donc, pour faire ça, eh bien, on passe tout simplement, on développe. Donc, une fois que vous développez, ça va vous donner moins C exponentielle de moins Cx. Je vais écrire ça un peu mieux.
moins Cx, U' plus exponentielle de moins Cx U seconde doit être égal à 0. On continue à développer. Exponentielle de moins Cx, Cu' moins U seconde égale à 0. Et ça doit être vrai en fait, quel que soit x. Donc, comme ça doit être vrai quel que soit x, eh bien, ce terme-là, il est différent de 0. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut que ce terme-là soit égal à 0. D'où Cu' moins U seconde égale à 0. Et ça, c'était notre forme forte. Voilà. Ensuite, on nous demande de donner la forme faible correspondante. Bon, alors là, c'est un petit peu long, donc j'ai envie de garder un petit peu de temps pour vous montrer un exemple plutôt que de vous faire ça. Donc la forme faible, je peux vous la donner, hein, je vais vous la donner directement, je vous donne la réponse. Alors, la forme faible, vous allez trouver que si vous avez L de V qui est égal à exponentielle de moins C V de 1 et A de UV égale l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins Cx U' V' dx plus un terme constant, moins exponentielle de moins C, si c'est bien un terme constant, U1 V1. Alors votre forme faible, trouvez U élément de K, c'est toujours le même K, l'ensemble des éléments donc avec U de 0 égale à 2, qui, quel que soit V, élément de V0, donc ça c'est notre fonction test, vérifie A de UV égale L de V. Donc la formule à la fin est toujours la même, mais faites attention, en réalité c'est pas toujours la même, hein. Encore une fois, je vous remets un petit point d'exclamation ici, là, pardon, sur celui-là. Donc faites attention, hein, c'est pas toujours la même parce que K va varier en fait en fonction des conditions limites de Dirichlet. Donc du coup, c'est pas toujours en réalité la même formulation, hein. Il faut toujours bien préciser avant normalement ce que c'est K. Là, je l'ai pas reprécisé parce qu'on l'avait mis tout au début de l'exercice. Alors, du coup, j'aimerais vous montrer maintenant eh bien, quelque chose qui est un peu plus proche de la physique, mais qui correspond parfaitement à ce problème-là. Donc là, ne vous inquiétez pas, mon ordinateur me dit que ma connexion Internet est instable, donc ça veut dire que vous devez m'entendre vraiment de façon assez hachée. Donc pas d'inquiétude, encore une fois, normalement, vous devriez tout retrouver sur la vidéo.